On change? D'accord. Je voudrais résumer d'un mot la laïcité, parce que c'est difficile. Il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs laïcités, etc. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Dans un pays laïque, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Il y a de la place pour les divers croyants, pour les humanistes athées, pour les humanistes agnostiques. Pourquoi? Parce que depuis la Révolution française, la France est devenue une communauté de droits, fondée sur les droits humains fondamentaux, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1782. Eh bien, vous allez voir ce soir un film absolument bouleversant. Comme le disait Alain tout à l'heure, c'est une fiction, c'est-à-dire c'est un vrai film, avec des acteurs d'ailleurs extraordinaires, les deux principaux, la principale et Samuel lui-même, sont des acteurs extraordinaires. Mais en voyant ce film qui est une fiction, on a le sentiment qu'on voit un documentaire. C'est tellement auprès de la réalité. Pour la première fois dans l'histoire de l'école républicaine française, un professeur d'histoire-géographie a été d'abord tué au couteau, puis décapité par Anzorov. Et vous ne voyez pas la scène de violence, vous ne la voyez pas. Elle est discrète, mais c'est absolument bouleversant. Quand j'ai vu ce film, je suis sorti moi-même, bouleversé jusqu'aux larmes. Regardez-le, c'est un film prenant. Il y a un crescendo de l'angoisse, évidemment, puisqu'on connaît la fin. Mais vraiment, la laïcité mérite aussi d'avoir des héros qui se sacrifient pour elle quelquefois, sans l'avoir voulu d'ailleurs. Le film commence par ça. Samuel dit « Je ne veux pas du tout être un héros de l'histoire ». Mais pensons aussi à Dominique Bernard, professeur de lettres, assassiné à Arras il y a quelques années aussi. Pensons à Massa Amini, jeune femme kurde, assassinée parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile en Iran. Voilà. Apprenons à comprendre ce qu'est la laïcité, un idéal de fraternité, de vie commune des croyants, des athées, des agnostiques, sans que jamais surgisse le moindre problème du fait de la conviction spirituelle des uns et des autres. C'est ça la laïcité. Et ça mérite vraiment d'être expliqué sereinement. La laïcité, à mon avis, fera le tour du monde, parce que plus il y a des migrations, plus il y aura des populations composites, et plus il sera nécessaire de les mettre d'accord par des principes de droit, et non par des particularismes coutumiers. Vive la laïcité, et maintenant, à vous de regarder ce film bouleversant. À tout à l'heure. Bien, on pourrait en rester là. Mais Marc Bloch, qui vient d'entrer en Panthéon avec sa compagne, disait que finalement nos défaites viennent de nos renoncements. Et nous ne renonçons pas au centre civique d'études du fait religieux, devenu centre laïque d'études du fait religieux. Nous ne renonçons pas à éclairer, à donner des éléments, à élever la connaissance sur des faits, sur des événements, sur les évolutions concernant les faits religieux en France et dans le monde. Et donc, pour ce faire, vous allez probablement poser des questions après avoir dépassé un peu le stade émotionnel, ce qui est compliqué, il faut bien le dire. Et puis, Henri Pénard-Ruiz et Razika Adnani, tous deux très informés, ayant beaucoup travaillé sur ces problèmes et témoignant devant des publics très divers, vont pouvoir naturellement compléter peut-être ce que vous avez vu et ensuite répondre surtout à vos questions.
la première étant peut-être la plus compliquée. Donc, vous pouvez venir peut-être tous les deux. Quelle est la personne qui veut poser la question, la première question, fût-elle difficile, fût-elle provocatrice, fût-elle compassionnelle? En tous les cas, n'hésitez pas. Nous sommes là pour cela, pour que nous nous comprenions, probablement dans notre diversité familiale, professionnelle, de nos diversités culturelles, et bien qu'on puisse discuter, échanger à partir de ce film bouleversant. Qui? Oui, ah ben voilà. Merci madame. Puisque c'est un film de fiction, oui. Quelle est la différence avec la réalité? Est-ce qu'il s'est senti traqué? Est-ce que... quelles sont vraiment les différences? C'est la troisième fois que je vois ce film et je suis toujours aussi ému. Je suis totalement bouleversé. J'ai bien connu Michael Paty, une des sœurs de Semel. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on voit ce film, on a le sentiment d'assister à un documentaire. Et pourtant, c'est une fiction. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Stéphane Simon, qui a fait le scénario en grande partie du film, il y a eu un effort pour que tout soit expliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu rendre compte de quasiment tout. C'est-à-dire que ce film, qui est une fiction, vous avez raison de le rappeler, c'est une fiction, mais une fiction d'autant plus émouvante qu'elle a collé finalement à la réalité. Que Samuel mette un marteau dans son sac à dos, cela prouve combien il savait qu'il y avait un gros risque. Et c'est clair que ce film, de la vie de toutes les personnes qui sont près de la famille, ce film est tout à fait fidèle à ce qui s'est passé. Évidemment, quand on fait une fiction, on ne peut pas épouser complètement la réalité, mais ce film est très fidèle. Et il y a une chose qui, moi, à chaque fois me révolte, c'est, je ne veux pas utiliser un gros mot, mais il y a quand même une petite lâcheté institutionnelle. Il y a eu une sorte de lâcheté institutionnelle. Quand vous pensez que des gens du rectorat disaient qu'on allait vers l'apaisement, alors que, comme vous l'avez vu dans ce film admirable, avec la musique qui scande ça, il y a une sorte de crescendo du côté dramatique. On est presque en présence d'une tragédie grecque ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je ne peux pas répondre exactement à votre question parce que je ne connais peut-être pas d'assez près les choses, mais ce que je crois pouvoir dire, c'est que ce film est d'une très grande fidélité, que ces acteurs admirables, Madame la principale et Samuel lui-même, ces acteurs ont collé quasiment à la réalité et je crois qu'il y a une grande véracité là-dedans. Mais il y a une chose qui est sûre et qui, moi, m'indigne beaucoup, c'est que le principe de précaution n'a pas été pris pour Samuel Paty. Le principe de précaution, quand vous pensez au nombre de voitures de police qui tournaient là, etc. Et cette policière qui dit, tiens, celui-là, désignant Anzorov, on l'a pas vu déjà. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés pour le questionner? C'est quand même incroyable. On a le sentiment qu'il y a une sorte de fatalité qui s'est tissée, soit par les négligences de certains, soit par un enchaînement de choses. Et quand le drame éclate, cette pauvre principale éclate en sanglots, bien sûr. Oui. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire ou que je voulais dire d'entrée, mais vous savez, dans l'éducation nationale, le fameux pas de vague, qui est un mot d'ordre abject, parce que
ce refus de voir la gravité des situations en disant pas de vague, il faut que ça s'apaise, il y a une lourde responsabilité des gens du rectorat. Et je pèse mes mots. Et je regrette vraiment. Alors, là, vous savez une chose, je l'avais dit, j'en avais parlé avec un haut gradé de la gendarmerie, j'ai dit comment ça se fait qu'il n'a pas été mis sous protection immédiate. 15 jours avant l'assassinat, les réseaux sociaux étaient très inquiétants. Et le policier m'a répondu, mais monsieur Pénaruiz, il faut que vous sachiez une chose, c'est que la police ne peut pas s'auto-saisir. Il aurait fallu que ce soit le ministère de l'Éducation nationale qui saisisse le ministère de l'Intérieur afin que Samuel bénéficie immédiatement d'une protection immédiate de la police. Quand il y a ce qu'on appelle rupture d'anonymat, et il y avait rupture d'anonymat, le nom était donné, le lieu où il travaillait, c'est-à-dire que les éléments du drame étaient en place. Et la hiérarchie de l'Éducation nationale, avec cette façon de vouloir dire ça s'apaise, vous avez vu cette séquence terrible où ils disent que ça s'apaise, alors que nous voyons monter le drame avec la musique qui le scande aussi. Là, il y a quelque chose comme un énorme défaut du principe de précaution. Dès que Samuel a perdu l'anonymat et que son nom était désigné et courait sur les réseaux sociaux, il lui fallut immédiatement que le rectorat saisisse la police pour qu'elle organise une protection rapprochée, ce qui n'a pas été fait. Razika, sur cette question, ou l'environnement de la question, enfin, plus large. En fait, je ne peux pas répondre à la question à quel point le film est fidèle à la réalité. Personne ne connaît exactement la réalité, comment elle s'est passée, mais c'est un film qui est proche de la réalité, et l'important, c'est que ce film pose toutes les questions qu'il fallait poser, celle de la liberté de conscience, celle de la liberté d'expression, celle de la laïcité, le rapport des musulmans, il était très important dans le film, par rapport à l'islam politique. On voit comment un des islamistes principaux, le principal d'ailleurs, qui disait que pour lui c'était une question politique. Donc c'était plus une politique que de la religion, mais on a vu aussi beaucoup de musulmans qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc ce sont toutes ces questions qui sont importantes dans ce film, qui reste proche, très proche de la réalité. Merci, oui. Je ne sais pas combien d'enseignants il y a dans cette salle ce soir, mais j'ai beaucoup différé, moi, le visionnage du film. Je suis venue un peu par hasard ce soir, parce qu'il y a la clim. Pour apporter un peu de légèreté, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse retranscrire ce que c'est l'expérience, en fait, d'être enseignant et d'avoir des collègues qui sont assassinés parce qu'ils sont enseignants, en fait. Donc j'aurais juste, je pense qu'il y a des analogies avec d'autres professions, quand on est professionnel de santé par exemple, ou aussi qu'on travaille dans la police. Et je sens que moi j'ai une émotion, c'est vraiment difficile de processer tout ça, tout en continuant le travail qu'on fait avec les élèves au quotidien. Moi je suis dans un endroit extrêmement protégé, je travaille dans le supérieur. Mais il se trouve que la veille de ces vacances-là, j'avais donné un devoir à la maison à faire à mes élèves sur l'expression, la liberté d'expression et sur les caricatures. Et à la rentrée, il a fallu gérer ça aussi, comme on a dû gérer et accompagner les classes après 2015, Charlie Hebdo, parfois quasiment en direct aussi au moment de l'hypercachère, parfois avec des élèves qui avaient des amis qui ont été blessés, des collègues qui connaissaient certaines victimes, etc. Et c'est vrai que je trouve que pour nous, la barque est très chargée, c'est-à-dire qu'on est un peu laissé seul aussi, et sans outils, parfois pour accompagner cette génération-là. Pourtant, il y a le Covid aussi, et on n'a pas toujours les outils, en fait, dans la formation. Et donc, parfois, certains collègues aussi se déchargent un petit peu, il faut le dire, sur
les femmes, les collègues femmes, les collègues profs de langue ou de lettres qui seront plus à même de parler de ces choses-là. Je ne fais pas de procès d'intention aux collègues profs de maths dans la salle par exemple, mais on est un peu démunis et c'est tout un travail d'accompagnement et c'est vrai que c'est très particulier. Et à l'époque, le compagnon avec lequel j'étais, qui était ingénieur, m'avait dit ah oui, j'ai entendu ça. Je dis mais tu te rends compte en fait de ce que ça peut signifier en fait. Et voilà. Et donc bien sûr qu'on continue ce travail de réflexion avec les élèves en invitant Coco par exemple qui est venue parler aussi chez nous dans notre établissement. Mais voilà, on peut tous être plus vigilants, d'une certaine manière plus bienveillants, plus attentionnés aussi, parce qu'on voit bien aussi la chaîne de responsabilité qu'il y a. Et mon émotion, elle vient aussi de voir cet abandon de l'institution, en fait. Et à cause du pas de vague, et voilà, qu'on peut rencontrer, je pense, quand on est enseignant, à diverses occasions. Voilà. Celle-ci étant, bien sûr, la pire configuration et la plus dramatique. Merci pour votre témoignage qui pose... qui évoque le climat dans lequel vous travaillez, les difficultés que vous rencontrez, même si vous n'allez pas dans le détail, les aspects relationnels avec les directions d'établissement, la hiérarchie, etc. Vous avez ce sentiment aussi d'abandon, apparemment, dans ce que vous dites. Avez-vous des choses à commenter sur ce témoignage ? Je voudrais juste dire que j'ai été aussi professeure dans un lycée. À une période, j'étais professeure dans un lycée en Algérie. À une période où l'Algérie traversait aussi des moments très très difficiles avec l'intégrisme islamique. Et nous étions aussi très menacés et beaucoup de nos collègues ont aussi perdu leur vie dans ces moments-là. Pour dire à quel point, oui, c'est très compliqué. Merci. Bonsoir. Déjà, merci de remettre ce film là ce soir pour que ceux qui ne l'avaient pas vu puissent le voir. J'ai effectivement entendu des gens qui étaient autour de moi qui disaient ça fait déjà 6 ans effectivement que ces événements ont eu lieu. Je suis désolée si ma voix est un peu coupée parce que je suis encore sur le coup de l'émotion. Je trouve qu'il y a une réelle question qui, moi, reste encore là en suspens. De me dire le geste de base de Samuel Paty, dans une bienveillance, d'essayer d'une inclusion, de dire à sa classe, s'il y en a qui ne veulent pas être heurtés, ils peuvent sortir, alors que ce n'était pas visé pour forcément des musulmans, ça peut être aussi pour d'autres et n'importe quel autre élève. Qui n'ont pas envie de voir des caricatures, que ce soit de Mahomet ou même des images qui peuvent être offensantes avec des mots offensants. En fait, je me pose réellement cette question pour moi, le problème de la laïcité, la rentre, de se dire, pour moi, il y a tout qui a été fait par Samuel Paty pour essayer de rentrer dans les règles, et pourtant, le représentant laïque lui dit vous n'aurez pas dû faire ce geste comme ça. Et j'arrive toujours pas à comprendre en fait cette réflexion que ce représentant laïque lui dit, puisque pour moi tout a été fait dans les règles. Donc si on peut juste apporter peut-être une lumière ou autre, c'est peut-être que je suis très naïve, mais pour moi il a pensé à tout le monde et après les mots ont été déformés, les événements ont été déformés et je n'arrive toujours pas à comprendre où est le non-respect de la laïcité à ce niveau-là. Est-ce que c'est par ce choix de prendre les caricatures de Charlie Hebdo et c'était peut-être mal avisé à ce moment-là, ça aurait pu être un autre sujet qui aurait pu être abordé pour la liberté d'expression, la liberté de la presse. Est-ce que c'est par là que du coup on bafoue la laïcité ou est-ce que c'est juste ce geste de vouloir dire s'il y en a qui veulent être offensés dans un élan, je répète, pour moi de bienveillance et de respect de la religion de chacun, de faire sortir. Madame, c'est vous qui avez raison. Ne cherchez pas à ne pas avoir raison. Vous avez raison. Et le prétendu délégué rectoral à la laïcité a tort. Je le dis, ça fait 40 ans que j'étudie la question de la laïcité. Samuel Paty était parfaitement agissait de façon
tout à fait parfaitement adéquate aux exigences de la laïcité, avec beaucoup de délicatesse. Et ce haut responsable du rectorat qui vient lui faire la leçon, c'est abject. C'est vous qui avez raison, madame. Samuel Paty est resté dans les clous. Il a parfaitement défendu la laïcité. Il l'a fait avec beaucoup de délicatesse. Et effectivement, quand l'autre lui dit « faut vous mettre en retrait » ou « faut faire des excuses », mais c'est n'importe quoi. Il se convertit en procureur. Alors, il n'y a de procureur que lorsqu'il y a une faute commise. Samuel Paty n'a commis aucune faute. Cela est dit maintenant, hélas, a posteriori. Mais le représentant du rectorat, je le dis et je l'assume, il aurait mieux fait de se taire et de ne pas intervenir plutôt que de culpabiliser inutilement et faussement Samuel Paty. Pour moi, je voudrais revenir justement sur les caricatures de Charlie Hebdo. Depuis la première fois où ces caricatures ont été publiées, le monde musulman s'est enflammé. On se rappelle de cela. Il y avait des manifestations, mais partout dans le monde musulman, dans toutes les villes, et tout le monde criait à l'atteinte à l'islam, au prophète, et qu'on ne devait pas dessiner le prophète. Je me suis posé beaucoup la question sur le plan religieux, en cherchant à comprendre si les religieux musulmans, les autorités religieuses musulmanes avaient de quoi faire éteindre toutes ces manifestations, toute cette colère ou pas. Sur le plan religieux, est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose ou pas? Et la question m'a été j'ai plus posé la question lorsque la mosquée de l'Azhar au Caire, la grande mosquée de l'Azhar, a fait un communiqué justement après la deuxième publication de Charlie Hebdo des caricatures. Ils ont fait une communication dans laquelle ils disaient que les musulmans doivent se calmer car bon, la violence c'est pas bien, etc. Mais on appelle toutes les autorités religieuses et politiques du monde entier d'intervenir pour arrêter ce genre de dessin qui porte atteinte au prophète. Je me suis dit, mais quelle est l'importance de faire ce communiqué si on revient toujours à l'idée que ces caricatures enfoncent le prophète et l'islam? En réalité, personne ne peut dire que les dessins qui ont été publiés étaient des dessins du prophète ou qu'ils représentaient le prophète. Le seul qui a pu le dire et qui l'a dit, c'était Charlie qui a publié ces caricatures ou avant lui le dessinateur danois. Je veux dire, à part l'auteur des dessins, aucun musulman n'avait la possibilité de vous dire que c'est le prophète. Personne. Pourquoi? 1. On n'a aucune représentation du prophète. 2. En islam, le discours religieux dit que personne ne peut connaître ne peut décrire le prophète ou le connaître exactement comme il est parce qu'il est la personne la plus belle au monde et que personne ne peut connaître exactement comme elle est. Si on revient au discours religieux, personne ne peut connaître exactement comment était le prophète physiquement. Si personne ne l'a dessiné auparavant, donc aucun dessin, aucun musulman ne peut dire que tel dessin est celui du prophète. Si je vous montre une photo ou un dessin de Brad Pitt, par exemple, vous allez me dire c'est Brad Pitt parce que vous le connaissez. Si je vous montre une photo ou un dessin de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous allez me dire je ne sais pas à qui est ce dessin. C'est exactement ça pour les caricatures de Charlie Hebdo. Donc ce sont des caricatures du prophète parce que Charlie a dit que c'était des caricatures du prophète. Du point de vue des autorités musulmanes, elles auraient pu intervenir et dire non, ce ne sont pas des caricatures du prophète, il n'y a pas à s'énerver, à se mettre en colère pour des dessins qui ne sont même pas ceux du prophète.
pour quelqu'un qui veut un discours d'apaisement. Deuxième chose, quand j'ai commencé à chercher dans le Coran pour voir est-ce qu'il y a des versets qui peuvent éteindre cette colère, et je suis tombée sur des versets que j'ai publiés d'ailleurs dans l'Express et dans Marianne. J'ai publié ces versets qui disent « C'est Dieu qui protège le prophète ». Et il y a un verset, c'est le prophète qui parle dans ce verset, « C'est Dieu qui me protège ». Soit les autorités musulmanes, comme Al-Azhar, auraient pu dire « Mais pourquoi vous vous fâchez? Le Coran vous dit « C'est Dieu qui le protège ». Alors laissons Dieu le protéger. Pour dire tout simplement que la phrase du monsieur dans le film qui a dit c'est une question politique, oui, c'est une question politique. Parce que si on veut vraiment revenir à un discours qui apaise, on peut trouver et il y a de quoi argumenter pour apaiser le discours, comme ce que je viens de dire. Peut-être une autre chose toute petite, pour moi, Samuel Paty et toute l'administration du collège montrent le désarroi de l'Occident face à un discours qui n'arrive pas à comprendre ni à lui répondre. D'ailleurs, je parle de mon dernier ouvrage, le manque de connaissances face à un discours nouveau que l'Occident lui-même n'arrive pas à lui répondre. Parce que s'il y avait dans le collège, et si Samuel Paty lui-même avait ses moyens de connaissance de la religion musulmane pour répondre, lui-même aurait utilisé ça avec ses élèves et il n'aurait pas demandé aux élèves de sortir. Il l'aurait dit tout simplement à ses élèves, vous voyez ces dessins, on dit que ce sont les dessins du prophète, mais en réalité, personne ne peut dire cela car personne ne connaît exactement comme était le prophète, ce que je viens de vous dire. Et même ces versets coraniques, il aurait pu les utiliser s'il avait les moyens qui lui permettent de le faire. Donc le film montre aussi le désarroi de l'Occident face à un nouveau discours auquel il ne peut pas faire face. J'ajoute une chose pour répondre à la question de ma voisine, qui est que par-delà la question de la religion, c'est aussi la question du corps qui a été traitée, et pour le coup, c'est un des mérites du film. Pour moi, il a des défauts par ailleurs, mais que d'affronter cette question-là, c'est qu'en fait, il y a un dessin qui a suscité des débats, et c'est pas celui qu'on montre en général, c'est celui du prophète, celui qui est identifié comme le prophète nu, avec une étoile en forme d'anus ou réciproquement. Et en fait, c'est ça qui cristallise les débats à l'intérieur de la classe, qui est repris plus tard, y compris en ne disant plus que c'est le prophète nu, mais qu'on a montré un dessin d'un enfant nu. Il y a un glissement à l'intérieur du film, et c'est aussi ça qui provoque le scandale à l'intérieur de l'établissement, mais qui a aussi, et je pense que c'est important de le rappeler, provoqué le scandale dans la société française, quand on a appris que ce dessin avait utilisé, tout à coup on a vu surgir des « ouais, mais il a quand même un peu cherché, quoi. Ce dessin, il est quand même un peu provocateur ». Or, ce que rappelle le film, et ça fait partie de ses mérites, c'est que ces dessins-là étaient dans le matériel pédagogique à disposition des enseignants d'histoire-géographie pour apprendre ce que c'est que la laïcité et pour mettre à l'épreuve la liberté d'expression. Voilà, on a un tout petit peu oublié, et voilà, le film rappelle ça, que ça s'est cristallisé aussi autour d'un dessin qui a à voir avec le corps, la nudité, par-delà même les questions de représentation religieuse. Oui. Moi, je voudrais déjà témoigner de l'admiration que j'ai pour le réalisateur et les comédiens qui ont joué dans ce film. Moi-même, je suis comédienne et j'ai eu à doubler un film sur Arte qui se passait à Kaboul. Et mon nom n'a jamais été mis au générique. Sur Facebook, je m'étais indignée. « Oh, mais la production, etc. » Il m'avait tout de suite rappelé, il m'avait dit « Mais t'es en danger de mort si on met ton nom, en fait. » Donc ça, je voudrais quand même le rappeler et de mettre en parallèle un dessin. Très bien, il peut y avoir des maladresses. Mais un homme est mort. Et je trouve la violence de cette réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, on m'a proposé de faire un spectacle sur la laïcité cette année avec une grosse subvention. J'ai refusé. J'ai refusé parce que je n'ai pas les moyens, en fait, de m'adresser
c'est tellement complexe. La susceptibilité est tellement là, la violence, elle est palpable. Aussi, moi je travaille dans les quartiers de toute la Seine-Saint-Denis. Je fais des spectacles en pied d'immeuble. Il est hors de question que je fasse un spectacle sur la laïcité à l'heure actuelle, avec les tensions qui existent. Et ce film est nécessaire. Et je pense que ce qui est nécessaire, c'est aussi les discussions autour de ce film, qui évidemment est maladroit par endroits, mais qui a tellement de mérite d'exister, et quel courage. Alors, je ne prends pas personnellement l'engagement, mais je pense que ce serait intéressant que nous nous revoyions, parce que travailler le théâtre, dans le théâtre, sur cette thématique, m'apparaît un enjeu intéressant. Vous dites je ne peux pas ou je ne veux pas, eh bien il faut essayer, ça ne veut pas dire que nous trouverons la formule, ça ne veut pas dire que ça fera un tabac et ça sera grand public, mais ça vaut le coup de creuser un peu cette interpellation finalement, parce que je la ressens comme ça. Que de voir théâtralement le film. Il y a eu ce film et il y a eu un autre film sur la laïcité. Alors directement sur la laïcité, pas à partir de l'assassinat, qui, eh bien, ils y sont parvenus quand même. Mais c'est peut-être plus simple dans le cinéma que ça n'est dans le théâtre à voir. Laissez-nous votre adresse et puis on essaiera d'y travailler après les vacances. Oui. Je vais être rapide. J'ai particulièrement une question pour Madame Adnani, que je ne connais pas, mais je viens d'apprendre qu'elle était prof à l'époque du fils en Algérie. En fait, je voulais juste faire une mise au point. Je suis documentariste, j'ai formé en Angleterre. Et en fait, ce que vous venez de voir, le format, ça s'appelle de la docu-fiction. Pourquoi fiction? C'est parce que c'est des comédiens qui remplacent des vraies personnes. Pas les vrais, c'est tout. C'est juste ça. Parce que en France, on se monte un film pas possible, on dit fiction, donc c'est faux, c'est non. Non, c'est juste des comédiens qui remplacent des vraies personnes. C'est tout. Ça s'appelle docu-fiction. Ensuite, la question que j'avais à me poser, je vous connaissais pas, madame. Et je voudrais savoir, parce que nous, en France, quand il y a l'époque de la 90, montée du fils en Algérie, on n'a pas trop entendu. Est-ce qu'il y a eu des profs en Algérie qui ont été tués comme ça aussi, par des islamistes? Et moi, ce qui m'a un petit peu marqué aussi dans le film, comme j'ai l'impression que vous êtes tous les deux profs et qu'il y a beaucoup de profs, c'est qu'on voit deux profs qui sont contre Samuel Paty. Moi, j'ai l'impression, un peu en suivant le truc, qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient contre lui. Est-ce que je me trompe? Voilà. En Algérie, on a eu beaucoup d'assassinats dans le corps intellectuel plutôt, c'est-à-dire les journalistes, les écrivains. Et les profs, moi, un lycée dans lequel je travaillais, mais nous n'étions pas présents, moi j'ai quitté ce lycée quelques mois auparavant, mais le jour où il a été brûlé complètement, c'était pas un jour de travail. Après, il y a eu énormément d'assassinats. Je ne pourrais pas répondre à votre question sur le territoire national, étant donné que chacun de nous, et moi je le faisais, à un moment donné, je ne voulais plus écouter les nouvelles pour suivre qui a été tué tous les jours. C'était trop compliqué psychologiquement pour voir ça tous les jours. Mais j'ai vu des personnes mortes par terre parce qu'elles ont été tuées en passant dans la rue, comme ça. Et le lycée dans lequel j'ai travaillé aussi, on a eu pas mal d'alertes où nous avons quitté le lycée subitement, enfin des choses comme ça très 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 graves. Et surtout les profs de philo, et j'étais prof de philo, évidemment nous étions visés en premier lieu, car pour les fondamentalistes, intégristes, la philo était contraire à la religion. Mais nous avons continué quand même à travailler, nous avons lutté, et c'est ça le plus important, parce que la majorité de la population n'était pas avec eux, même s'ils étaient quand même nombreux. Mais ce n'était pas toute la population, et c'est ça qui était intéressant à souligner. Moi, par exemple, dans ma classe, j'avais peut-être un élève ou deux par classe qui posaient des problèmes, tous les autres étaient
comme moi, et on ne comprenait pas exactement ce qui s'est passé, et ils nous soutenaient, nous. Il y a eu d'autres histoires que je ne pourrais pas raconter, mais c'était difficile, évidemment. Oui. Certaines personnes ont critiqué le film parce que, de façon à mon avis injuste, certaines personnes ont critiqué le film de façon un peu injuste en disant que, en regardant le film, on pouvait avoir l'illusion que les professeurs étaient massivement contre Samuel Paty, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a deux professeurs. Le bonhomme là qui vient s'excuser pour tout le monde, etc. Et puis une autre qui dit Samuel, on ne peut pas te suivre. Mais sinon, l'ensemble du corps enseignant du collège du Bois d'Aulne était avec Samuel Paty. Toutes les preuves de gentillesse des gens qui voulaient l'accompagner. C'est pas ce qu'on a dit à l'époque. D'ailleurs, le dernier jour. C'est pas ce qu'on a dit à l'époque. C'est terrible, hein, c'est ça aussi le drame. Dans les médias. avait du soutien scolaire et il lui a dit je ne peux pas t'accompagner maintenant. Mais s'il l'avait accompagné, il y avait une vie d'homme qui était sauvée. Et on se dit, mais c'est vraiment la tragédie à l'ancienne, quoi, la tragédie antique. Alors, il y a moi une chose qui me bouleverse dans certains articles que j'ai lus, je ne les citerai pas, parce que je ne fais jamais des attaques ad hominem, mais c'est le peu d'empathie de certains journalistes qui ont fait un article sur le film, qui ne sont apparemment pas bouleversés, parce qu'il y a quand même quelque chose de bouleversant. Quelle disproportion entre un simple dessin et la décapitation d'un homme. Parce que Anzorov l'a d'abord tué au couteau et ensuite il lui a coupé la tête. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'empathie chez les journalistes qui font des commentaires plus ou moins compliqués, alors qu'ils ne manifestent aucune révolte manifeste contre la disproportion de cette violence. Et je crois que ça, c'est important à dire. Alors effectivement, ça m'a intéressé ce que vous avez dit, madame, sur le fait que c'est un docu-fiction. C'est un concept que je vais mémoriser, parce qu'effectivement, on fait jouer le rôle de personnes réelles qui ont existé réellement, y compris Samuel Paty, par des comédiens. Donc c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas le genre fiction pure, mais c'est pas le genre documentaire. C'est intermédiaire, mais c'est tout à fait intéressant. Est-ce que je peux juste... Bien sûr, bien sûr. Au fait, pour la question qui m'a été posée à l'instant, j'aimerais donner un exemple d'une personne qui a été tuée, pas en Algérie, mais en Égypte. C'est l'écrivain Faraj Fouda, qui était écrivain, chroniqueur et militant des droits de l'homme, et notamment des droits des chrétiens en Égypte, les Coptes. Le 2 juin 1992, une fatwa a été lancée en Égypte contre lui par le grand imam de la grande mosquée de l'Azhar, l'accusant d'être un ennemi de l'islam. Le 2 juin 1992, le Conseil des grands religieux d'Al-Azhar a adopté cette fatwa et il a ajouté que Faraj Fouda était un apostat. Et vous savez qu'en islam, un apostat mérite la mort. C'est ce que disent les religieux. Donc l'islam des religieux, l'islam comme le présentent les religieux. Le 8 juin 1992, donc 5 jours après, Faraj Fouda a été assassiné par les intégristes islamistes. Faraj Fouda, sa cabale contre la fatwa et contre les fondamentalistes a duré 5 jours. Et c'est aussi quelque chose de très similaire avec ce que Samuel Paty a vécu. 11 jours en France, 5 jours en Égypte. En Égypte, c'était en 1992 et en 2020 en France.
pour voir comment ce phénomène, il traverse les frontières, il traverse les mers, il a traversé la Méditerranée pour arriver en France. Et pratiquement le même phénomène. C'est la cabale, la peur, le fait que la fatwa vous poursuive 5 jours seulement pour Faraj Fouda. Ah bah, oui. Ce que je constate, c'est que ce soir, c'est bien, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de hauteur de vue. Je voudrais quand même rappeler que l'assassin de Samuel Paty a malgré tout été accueilli comme un héros à son retour en Tchétchénie, et il ne faut pas l'oublier. Ce qui montre bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, continuez, monsieur. Oui, et ensuite, il y a un mot qui a été cité, c'est le mot lâcheté. Mais j'ai l'impression que la lâcheté, elle est toujours là, parce que, là j'attends la contradiction de l'information, mais de ce que j'ai entendu et compris, il y a un certain nombre d'établissements scolaires qui, dans un premier temps, projetaient de s'appeler Samuel Paty, et finalement, sous des pressions diverses, on fait machine arrière. Voilà. Merci pour votre question. Oui. Non, attends, moi je vais répondre parce que moi je suis un ami de la principale de l'établissement. Oui. Et c'est eux en fait qui étaient contre le baptême. Il a été imposé, il voulait être imposé par le ministère. Et en fait le traumatisme était tellement fort sur place qu'ils ont sondé les enseignants et qu'ils se sont dit, nous on ne peut pas rester dans un établissement qui, là, tout de suite, juste après les faits, va porter les noms de Samuel. On a été son ami, on a été son collègue. Et donc ensuite, on peut de loin se dire « Ouh là là, c'est un scandale qu'ils n'aient pas adopté ce nom ». Non, c'était juste une question de timing. Ça ne pouvait pas se faire après les faits, tellement il était violent. Et l'argument des profs, c'était pour les élèves aussi. Vous n'allez pas faire dire à des élèves qui ont vécu ce traumatisme-là, je vais au collège Samuel Paty. C'était impossible. Voilà. Donc après, qu'aujourd'hui, il y ait des plaques, des actions, etc., je trouve ça tout à fait normal, mais qu'on vienne faire le procès, y compris de la principale, qui est donc une amie, attention, elle s'est opposée au baptême de son propre collège. Non, elle a juste écouté ses collègues et les gens avec lesquels elle travaillait, y compris les élèves, qui leur ont dit, non, aujourd'hui, il faut garder ce nom. Probablement, il faudra en changer, y compris parce que dans la mémoire collective française, ça reste l'établissement de Samuel Paty. Donc, on sait que cette question se reposera, mais on ne peut pas faire ça maintenant. Ce serait probablement produire encore des dégâts sur le corps enseignant et sur les élèves. Merci pour cette précision. Il y avait... Je ne parlais pas de... Moi, j'apprends quelque chose, là. Moi, je ne parlais pas du tout de cet établissement scolaire en particulier. Je parlais de l'ensemble des établissements scolaires de France. Il y a eu des initiatives qui, en écho à ce qui est arrivé à Samuel Paty, et justement, voilà, ont lancé le projet de rebaptiser leur établissement scolaire. Et visiblement, certains y ont renoncé sous des pressions, mais je ne sais pas, peut-être vous avez des informations. Est-ce que quelqu'un sait au jour d'aujourd'hui, par exemple, s'il y a des établissements scolaires en France, hein, je ne parle pas précisément de cet établissement scolaire où a eu lieu cet événement tragique, est-ce que quelqu'un sait s'il y a des établissements scolaires qui... Oui, il y en a, mais monsieur peut-être peut répondre. Oui, c'est ce que disait, oui, tout à fait. Mais c'est dans un contexte de pression, voilà, et pas de responsabilité de la directrice des établissements. Madame. Je voulais savoir l'abandon dont font preuve les autorités supérieures, c'est-à-dire l'éducation nationale. Est-ce qu'elle a été considérée comme une faute et donc punie? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas quelle a été la suite par rapport à l'administration. Je ne sais pas. Vous savez, moi je ne le sais pas non plus, mais il y a un principe de cohésion dans les rectorats et les administrations qui est parfaitement hypocrite à mon avis. Il est clair à mes yeux, moi je suis un simple professeur de philosophie aussi, hein. Il est clair à mes yeux qu'il y a eu des fautes du côté du rectorat, et notamment du référent laïcité qui est venu
décourager complètement Samuel Paty, ça c'est clair et net. Mais j'ai une petite question. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est une question factuelle, quand Zorov avait été applaudi. Accueilli dans son pays Mais comme c'est un pas héros. possible, il est tué par la police. Oui, oui. Dans le film, on voit très bien, il a été tué. Il a été tué par la police. Ah oui, il a été inhumé chez lui et accueilli comme tel. D'accord. Ah bon. D'accord. Très bien. Donc il n'y a pas eu de remise en je crois qu'il cause. est là. Oui. Pardon. Ici. Oui. Donc il n'y a pas eu de remise en cause des instances supérieures et il y a juste le kidam moyen qui se frotte aux événements qui ont pâti. Samuel. Moi, je ne sais pas s'il n'y a pas eu de remise en cause. En interne, sans doute que si. Mais il a été sans doute, la consigne a été de ne pas le divulguer en externe. Voilà. C'est un petit peu comme ça. Mais moi, ça m'indigne beaucoup en tant que simple professeur que le rectorat ait été si peu réactif. Parce que si le rectorat avait arrêté de dire pas de vague, on va vers l'apaisement, on voit les commentaires dans le film, il y aurait eu peut-être une inquiétude plus grande. Et peut-être le fait de placer Samuel Paty sous protection policière serait intervenu tout de suite. Mais là encore, puisque la police ne peut pas s'autosaisir dans un état de droit, elle doit être saisie par l'instance, et là ça aurait dû être l'instance de l'éducation nationale, qui aurait dû dire, ça a été rapporté par un haut gradé de la gendarmerie, qui aurait dû dire, voilà, nous demandons, vu la perte d'anonymat, vu ce qui court sur les réseaux sociaux, la mise en protection immédiate de Samuel Paty. Et ça n'a pas été fait. Et je crois que c'est une faute très grave, sauf erreur de ma part d'ailleurs, les sœurs Paty, lors du procès, ont beaucoup insisté là-dessus. Ça a été un de leurs arguments majeurs. De dire, voilà, l'État a mis en danger la personne de Samuel Paty par son inaction ou par son action insuffisante. Mais quelqu'un qui a abandonné à Samuel Paty qui doit lui-même demander sa protection policière. Apparemment, il ne le fait pas. Protection fonctionnelle, c'est pas la même chose. C'est la protection fonctionnelle, hein. C'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que je peux juste au sujet du film lui-même, quand Alain a programmé ce débat, j'ai été voir sur internet ce que disent les gens sur le film. Et j'ai trouvé un commentaire qui revenait souvent, que le film a été fait à partir d'un livre qui a été écrit par un gars de l'extrême droite, qui a voté même pour le parti de Marine Le Pen. Qui travaille à Sud Radio, pour être complet. Donc, comme quoi le film est un peu raciste, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais en réalité, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai vu le film avec vous. Au contraire, il a montré des intégristes, des gens qui lui-même l'a dit, est plus dans un combat politique qu'autre chose, des fondamentalistes et d'autres, des musulmans qui étaient contre et qui étaient donc pour la laïcité et pour vivre ensemble en France dans l'entente. Donc juste pour dire les rumeurs et les gens qui répètent aussi ce genre de rumeurs sans vraiment vérifier ce qu'ils écrivent. Et ça aussi, ça fait partie des fausses informations qui circulent autour de Samuel Paty, mais aussi autour de ce film et beaucoup d'autres choses en France, mais pas qu'en France évidemment. Là, j'ai donné la France comme exemple. Mais les réseaux sociaux de plus en plus permettent ce genre d'informations qui sont fausses de circuler, mais aussi ce genre de violence, parce que Samuel Paty, la cabale contre lui a été menée à travers les réseaux sociaux. Il ne faut pas confondre le film et Samuel Paty. Je dis ça en réaction à vos deux interventions. On peut tout à fait être mesuré sur le film et trouver gravissime, scandaleux, d'une violence inouïe et tragique la disparition de Samuel Paty. Enfin, le travail d'un critique de cinéma, c'est de dire est-ce que le film est juste, est-ce qu'il est inventif,
Est-ce qu'il a un traitement des personnages intéressant? Et je dis ça parce qu'en interne, on a beaucoup débattu de ce film. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de le programmer avec Alain à contre-temps. Il y a des gens qui n'en voulaient pas. Et il y a des arguments dans le film pour alimenter un débat, par exemple, sur le fait que les islamistes, d'un côté, sont quand même assez caricaturaux et pas toujours très bien interprétés par les acteurs qui les portent, et qu'en face, les gentils musulmans, avec un système d'équilibre quand même très très binaire, sont eux aussi des personnages fragiles en termes de densité d'écriture, en termes d'épaisseur du personnage. Et du coup, on a l'impression qu'il y a deux rôles formidables et formidablement interprétés qui sont sous nos yeux, et eux, ça tient vraiment, ça a été vraiment travaillé. À côté de ça, il y a par moment un truc de désincarnation où ce sont davantage des figures, des postures. Ça se voit jusqu'au panoramique de la fin, où tout à coup, on panote sur la couronne mortuaire pour les mosquées, pour bien montrer qu'il y a aussi des musulmans qui ont dénoncé l'assassinat de Samuel Paty, etc. Il y a un souci d'équilibre extrêmement fort, mais qui passe par des postures radicalisées, si j'ose dire, qui par moments sont embarrassantes. Et par ailleurs, si on veut juste analyser le texte du film, moi je vais faire juste 2-3 remarques ponctuelles, mais le gamin au tout début qui dit « la France elle est raciste », et qui juste après dit parce qu'on a soupçonné d'être un voleur et sa copine dit bah ouais mais viens d'où ta casquette et on joue avec la casquette. En fait, ça introduit dans le film ce motif-là du racisme, du gamin qui en fait ment parce qu'en fait il est quand même un voleur, voilà. Et or il vient de se plaindre que la France est raciste. Et de la même façon dans le film, on va déployer l'idée que les mauvais musulmans disent clairement que la France est un pays qu'il faut rejeter et qui est islamophobique. Et l'usage du terme islamophobe dans le film n'est prononcé que par des islamistes radicaux. On peut débattre en France de savoir si la France est raciste ou si elle est même islamophobe sans être nécessairement du côté des islamistes. C'est un débat de société. Et donc paradoxalement, le film qui devrait être porteur d'un débat sur la liberté d'expression, tout à coup rend caricatural un débat sur le racisme de la société française, qui est une question intéressante, indépendamment même de la question religieuse. Et je termine là-dessus. Et il y a de temps en temps des mots, voilà, qui moi me posent problème. Par exemple, à la fin du film, il y a le mot submersion. On est confronté à une submersion. Ce mot submersion n'est utilisé que par l'extrême droite. Il a un adjectif qui le complète, c'est submersion migratoire. Voilà. Et donc le film, par moment, dans un souci d'équilibre apparent entre des postures extrêmement radicales, en fait, joue quand même avec des choses qui, dans la société française aujourd'hui, pour moi, gangrènent son unité. Je suis en total désaccord avec vous. En total désaccord. Et je vais le dire avec une certaine c'est pour ça qu'on fait le débat. Mais colère. On va le faire en 5 minutes chrono, c'est ça qui est fou. On va le faire en 5 minutes. Mais on peut continuer sur la terrasse. Le match de foot est fini, on a gagné. Ah, mais très bien. 4-1. Facile. Un bon 4-1 vaut mieux qu'un mauvais sauté. Bien joué. Alors là, on se retrouve. Alors, moi, j'ai été indigné par des articles dont je ne citerai pas les mais si, auteurs. il faut citer. Non, s'il vous plaît, je fais ce que je veux. Ah oui. Et vous, ce que vous voulez. Mais un prof cite ses sources. Ça va bien. Oui, ça va. J'ai lu des articles venant de gens de gauche dégueulasses. Par exemple, un article qui dit « Ce film est quelque part stigmatisant ». Alors, je voudrais bien savoir stigmatisant de qui? Il n'est pas stigmatisant des musulmans, puisque justement, on a deux visions dans le film. On a la vision de prédicateur qui est effectivement un afro-jojo, hein, et on a la vision des parents d'élèves musulmans qui sont tout à fait gentils avec Samuel Paty. Et c'est pas de la comédie, c'est la réalité. J'ai su, en parlant avec des gens qui étaient avec Michael Paty, qu'effectivement ça s'est passé comme ça dans le collège. Il y a beaucoup, et notamment c'est bien la fille qui se révolte contre son père, hein, qui lui dit ces 5 vérités. Bon, tout cela c'est parfaitement exact. Il n'y a pas d'artifice. Ce film ne construit pas un artifice. Il ne veut pas défendre une cause plutôt qu'une autre. Il ne veut pas mettre à égalité les gens. Bon, moi, le concept d'islamophobie, je le rejette. Parce que l'islamophobie n'est pas un racisme. C'est le rejet
de l'islam. Ce qui est un racisme, c'est le rejet des musulmans comme personne. D'ailleurs, toute la jurisprudence française le dit. On peut punir pour racisme quelqu'un qui, effectivement, s'en prend aux fidèles des religions. Mais s'en prendre aux religions elles-mêmes, ce n'est pas un acte raciste. Donc, ce qu'on appelle islamophobie, ça veut dire littéralement la peur inspirée par l'islam et donc le rejet consécutif de l'islam. Là, il faut relire l'excellent petit volume qui fut malheureusement son dernier de Charb. Charbonnier a écrit un petit opuscule qui s'appelle « Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». Et Stéphane Charbonnier, qui a fait partie, puisqu'il était le directeur de rédaction de Charlie, il était l'un des premiers à être abattu par les frères Kouachi, Stéphane Charbonnier rejette le concept d'islamophobie en disant ce n'est pas l'islamophobie n'est pas un racisme, pas plus d'ailleurs que la judaïsmophobie ne sera un racisme. Rejeter le judaïsme comme religion, ce n'est pas un racisme. Rejeter les personnes juives parce qu'elles sont juives, c'est un racisme. La ligne de démarcation, elle est très clairement tracée. Et je crois qu'il faut le dire. Alors moi, je suis très en colère contre les gens qui ont fait la fine bouche avec ce film, alors que ce film... C'est ça la liberté d'expression qu'on défend. Je peux finir ma phrase. Oui, mais... Donc effectivement, je crois que il y a quand même des articles parfaitement déplaisants qui disent que c'est stigmatisant, alors que c'est pas du tout stigmatisant. Vous voyez bien. Allez-y, monsieur, pour la dernière. Voilà, oui, parce que les rangs deviennent clairsemés. On voit une dernière question, sauf par une question consensuelle, vous allez voir ça. Oui, allez-y. On s'aperçoit très vite que la laïcité, c'est pas simplement dans l'éducation nationale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une instrumentalisation de la laïcité avec un élu qui a prié pendant un conseil municipal à Ivry-sur-Seine, ce qui ouvre un débat. Et j'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce que nous devons instaurer la neutralité des conseils municipaux, voire de l'ensemble des assemblées représentatives du peuple? C'est important parce que nous sommes dans un domaine public et plus privé. Je crois qu'il va falloir faire cette distinction. Il y a la question du public. On représente le peuple quand on est élu. Vous avez dit coup, hein, vous avez menti. Hein. Non, c'est pas vrai. Si, mais en fait, la projectionniste vient d'éteindre parce qu'elle va partir. Voilà. Parce que normalement, c'est la fin du débat. Qu'est-ce que vous pensez et donc, elle va éteindre la salle. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la neutralité instaurée au travers, par exemple, des règlements intérieurs dans le cadre de l'exercice du mandat d'élu des élus, en fait? En 2 minutes, chrono. Pour moi, la laïcité, c'est la séparation du religieux et du politique. Je pense que dans un conseil municipal, on est dans un domaine politique. Donc la religion n'a rien à voir dans un conseil municipal. Je ne connais pas les lois de la France exactement sur la question, parce que quand il y a eu cet événement, j'ai essayé de lire, apparemment il y a des détails, je ne les connais pas. Mais ce que je sais, que c'est la séparation de la religion et de la politique. Mais le voile n'a pas sa place aussi dans un conseil municipal. Même si le voile pour moi n'est pas un signe religieux, c'est un signe de discrimination de la femme, une discrimination négative, un signe de soumission de la femme et l'utilisation de la religion pour l'imposer. Donc le voile n'a pas sa place dans un conseil municipal par principe d'égalité qui est un principe de la laïcité. Donc on peut toujours refuser ce voile au sein du conseil municipal au nom de la laïcité qui est fondée sur l'égalité de tous les citoyens et non pas sur les femmes qui doivent avoir le corps caché parce que l'homme, lui, ne peut pas maîtriser son corps. Et ce sera la conclusion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon retour. Et à une prochaine fois, si monsieur le directeur le veut bien. Moi j'adore le débat. Non, j'ai posé des questions dans le choix des directeurs.